Alors donc je vais commencer par Christina, sur laquelle je n'ai absolument rien à dire grâce à Bertrand. Christina, t'as tout de suite annoncé la couleur, toi. T'es la fille qui parle de quelque chose de chaud, de moite, d'être allongée sur un canapé, de danse du ventre. D'ailleurs, on a été un petit peu frustrés parce que la danse du ventre, on n'en a pas eu du tout au final. Donc de sujets, tu dis d'ailleurs que tu vas dévorer ton concurrent à un moment. Tu te la pètes un petit peu quand même, hein. Donc c'est mon corps, dégustez-le, c'est moi qui régale. Que d'appels au stupre, à la luxure, au plaisir facile, c'était dégueulasse, quoi. C'est vraiment le genre d'allusion graveleuse que, je sais pas, moi j'aurais attendu de Donasian sexy chouchou, là. Mais toi, Christina, toi, avec ta petite robe prime sautière, là, ton air de paille touchée, ta chevelure abandonne-moi, Christina, yes, méditerranéenne. Donc voilà, non, tu peux pas faire ça. Donasian. Mon chéri, tu m'as tellement manqué pendant ces 3 semaines, depuis la demi-finale de l'ESSEC. C'était il y a 23 jours. 23 jours qui m'ont semblé une éternité loin de toi. De Sergi, de ton petit corps frêle, de tes sexy binocles. J'espère que belle-maman va bien. Tu lui présenteras mes excuses pour dimanche dernier. J'espère que le rôti était bon. Mais il va falloir que tu m'expliques quelque chose, Donasian. C'est qui ces greluches qui ont passé leur temps à t'applaudir là-bas? T'as un fan club maintenant? Tu m'avais pas dit. Et alors c'est quoi ce bordel quand tu parles de t'accrocher, de t'enchaîner à ton hellénique? C'est qui cette poufiasse grecque encore? Tu crois franchement que tu peux, sous prétexte que t'es en amphi Vital Roux, te permettre de jouer les beaux gosses, poil de carotte, là, avec ta chevelure qui part dans tous les sens? Va falloir te calmer, Donasian. En plus, je découvre quand même que tu t'es adonné à des plaisirs homosexuels avec Alexis Fournol. Alors ça t'aura pas suffi de me piquer Charles Laroche, déjà il te faut en plus Donasian. Et ouais. Et ouais. Au risque. Ah oui. On se protège. Ah oui. On te protège, oui, tu parles. Mais ça va, oui. On avait une belle histoire tous les deux. C'est dommage. Alors David, au nom imprononçable, le candidat du changement, donc. C'est vrai que des blagues sur François Hollande, on en a eu si peu depuis les primaires. Crier le nom d'Angela Merkel avec un accent nazi, ça aussi c'était inédit. Alors toi, tu nous as fait une moi président de la République un peu. Alors c'est vrai qu'on peut le comprendre, Bertrand Perrier se prend très souvent la remarque de sa ressemblance avec Laurence Ferrari. C'est pas la première fois qu'on lui dit. Alors moi aussi, en t'écoutant, j'aurais bien aimé déclencher l'article 16 du concours, tu vois, celui qui remet les pleins pouvoirs aux membres du jury et qui permet de faire évacuer la salle et de récupérer les cadeaux des sponsors qui sont là. Surtout cette espèce de petite chose rouge à pompons qui ne cesse d'égayer ma curiosité depuis tout à l'heure. Ou encore cette serviette de bain qui aurait pu permettre à Charles Laroche d'avoir de quoi se sécher chez moi le matin après sa douche et d'éviter de ruiner mon peignoir. Mais comme ta cravate à elle seule m'aurait permis de déclencher les pleins pouvoirs, je me suis dit que ce serait trop facile, vois-tu. Et surtout, tu as aiguisé ma suspicion lorsque tu as dit que le matin, tu te réveillais avec un huissier dans ton lit. Ma mère est huissier. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors je peux te dire que si tu t'es tapé maman, ça va chier pour ta gueule. Charlotte, arrivée en toute discrétion au pupitre, hein, un peu façon François Hollande, donc à Tulle, un soir du 6 mai. C'était simple, anonyme, délicat. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ces petits cris d'animaux façon supporter du Vélodrome, un soir de match OM-PSG. Le charme cossu de la discrétion, quoi. Hein. Alors Charlotte, toi aussi, ce soir, tu jouais à domicile. Mais tu es tout de même resté confraternel, et ça, il faut te rendre hommage à ce point. Tu as constaté que tes contradicteurs étaient propres. C'est peut-être pas tous les jours qu'on leur dit, donc c'est toujours sympa de le faire remarquer. Tu n'as pas hésité à citer les plus grands philosophes, hein, en la personne de Rufus ici présent, le plus grand auteur du Zimbabwe, un peu la caution intellectuelle de l'ESCP.
Enfin, tu as dit que tu aimais entendre le rire si discret de Bertrand Perrier. À croire que tu n'as jamais été à ma place, un soir où on lui avait refilé un micro. Je te conseille d'essayer la prochaine fois, c'est une expérience dont on ne se remet pas facilement. Bonjour à tous. Étant actuellement en recherche de collaboration, je tiens à m'adresser à tous ceux qui nous regardent très nombreux sur des places publiques. Je fermerai le micro à chaque fois que je dirai des conneries sur les gens qui travaillent avec moi en cabinet. Donc, mes amis, vous ne pouvez pas savoir l'émotion qui fut la mienne quand est apparue devant mes yeux Christina. Christina dans sa petite robe rouge à pois, rétro et qui était belle comme les filles dans les chansons d'Enrico Macias. C'est une fille, on l'aurait mis dans un film sur l'Algérie française en fait. C'était assez génial. Et quand elle est arrivée devant nous en disant « Je vais le défoncer l'autre là-bas là », elle est arrivée et puis ensuite je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'à Alger aussi, il y a des universités dans lesquelles on fait des concours de récitation, d'audit, et ça peut être passablement ennuyeux. Alors en fait, elle a commencé à dire « Habibi, Habibi », mon petit Habibi, et c'était un peu comme un PV de police à la police d'Alger, en fait. C'est-à-dire que l'individu avait l'air de tout à fait de danse de type oriental, il a entrepris une danse spéciale et il avait commencé à faire une petite danse de type Habibi. Alors, mon petit loukoum adoré. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as écrit. Et je pense que Enrico Macias, c'est la transition parfaite pour passer à Donatien. Alors Donatien, je suis allé le voir à l'ESSEC, effectivement. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est le seul mec qui fait le trajet de Cergy jusqu'à l'ESSEC pour manger un gros steak. Parce que c'est le seul mec qui associe ce geste à steak, quand même, au monde. C'est quand même assez dingue. Et il y a eu un niveau de préparation qui est assez extraordinaire. Le mec, il s'est enfilé les grosses têtes de 1962 à 1965 pour se taper toutes les blagues sur Kennedy. Et puis, il nous a ressorti le truc que Bouvard a sorti en novembre 63. Oui, il ne se laisse pas abattre. Et surtout, ce qui est quand même dingue, c'est vous avez Alexis Fournol qui rigole aux blagues sur lui et qui s'applaudit lui-même. Le mec, on lui sort « L'élève a dépassé le maître » fait « Ouais... » Bah, ils s'aiment beaucoup. Bah, faut dire déjà qu'à l'ESSEC, quand même, parce qu'ils ont beau applaudir, mais ils sont quand même globalement foutus de ma gueule. C'est-à-dire, je suis arrivé à l'ESSEC, ce qui est déjà un trajet assez considérable. J'arrive dans un lieu qui pue l'urine, parce qu'on peut quand même le dire. Et les mecs, ils me mettent une fiche où ils m'appellent Charles Delaroche. Donc les mecs, genre, ils me prennent pour un noble de Casablanca, quoi. Et ils arrivent comme ça, et ils mettent ce nom, et puis ce mec-là qui ressemble à Austin Powers quand même, le mec commence à draguer ma femme, quoi. Et là, ce qui est génial, alors en plus, j'apprends qu'il y a une semaine, tu as fait un rôti spécial François Hollande avec la mère de Donatien, donc je suis particulièrement ravi. Et le mec, il commence à nouveau à draguer ma femme, qu'il appelle Jacques. Donc je ne sais pas quel genre de jeu sexuel tu te livres avec ma copine, mais je ne veux pas le savoir tout de suite. Alors... David Miod l'Ashkénaze. Alors le mec, pour montrer son niveau de préparation, il fait son discours, il a commencé à travailler son texte à partir de la dépêche AFP sur l'avion de François Hollande. Donc ça montre que le mec, il a bossé, il a commencé hier à 19h, quoi. Le mec, il s'est dit, je viens de Sciences Po, je suis tellement bon que faut faire le truc à handicap parce que sinon on n'y arrivera pas, quoi. Et le mec, il a sorti le plus beau florilège des blagues de François Bayrou en te faisant des blagues de légitimistes, en faisant Louis XIX a régné 19 minutes. Et c'est là où quand même je me suis rendu compte qu'il y a une différence de rire entre les rires de l'ESSEC et les rires de Sciences Po. Parce que les mecs de l'ESSEC rigolent, donc ça c'est le premier truc. Et quand même, les mecs de Sciences Po ont un rire un peu gêné quand même. Ils font oh 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 oh. C'est les fameuses blagues sur les présomptions irréfragables. C'est quand même épouvantable. Et je pense que je peux en dire une que je connais. Alors, c'est l'histoire de deux présomptions qui traversent la route. Bah oui. Il y en a une qui traverse. Voilà, exactement. Alors, l'une traverse et l'autre dit « Fais attention » et l'autre lui répond « Non, je ne peux pas être renversé.
parce que je suis irréfragable. C'est quand même la blague qui a tué Richard Descoings. Donc, enfin, on a quand même assisté à un truc de haut niveau et je pense que tu le sens, quoi. Et le mieux, c'était quand même quand Charlotte a pris la parole. Je t'ai vu à la fois choqué par les blagues qui étaient quand même assez d'une douceur, hein, c'est infini, sur la vérité dure à avaler, qui était faite avec une sorte de finesse et d'un raffinement assez sophistiqué. Et le mec s'est affalé dans sa fauteuil en se disant mais merde, j'ai compris, il fallait mettre plus de cul. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il s'est dit ah merde, il s'est ressaisi, et puis là, il avait toutes ces blagues, là, il avait sorti la cravate de clown, il avait pas envie de balancer du poète-poète, et il a pas pu, quoi. Et effectivement, il y avait des blagues très drôles, quoi, des blagues très drôles sur des citations de Marcel Proust. Et effectivement, ça me fait penser à cette blague qui est sans doute la deuxième plus mauvaise avec la présomption irréfragable. C'est quand tu cites Proust, j'en fais Kafka dans ma culotte. Oh. Alors, les blagues... Voilà, j'ai piqué les blagues d'Alexis Fournol. Et donc, c'est par une belle transition mitterrandienne sur le fait qu'il faut laisser le temps au temps que tu es parti. Et quand je vois la première tournée, je me dis que, comme disait justement Rufus, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Mais heureusement, nous aussi, on a droit à un deuxième service au buffet africain de la vie. Alors visiblement, il faut parler dedans. Je n'aime pas les micros, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas ce qui se répète. Christina, c'est un peu dommage parce que, en te voyant arriver, j'espérais beaucoup. En écoutant tes premiers mots, j'espérais encore plus. Dévorer. Oui, tu aurais dû nous dévorer. C'est ce que j'attendais de toi. Mais malheureusement, vois-tu, Christina, si tu es née de l'autre côté de la Méditerranée ou si tu es née à Marseille, ce qui est à peu près la même chose, moi, je suis né à Paris. Et à Paris, en général, les gens, même s'ils ont des mœurs qui ne ressemblent pas au nom de leur religion, sont catholiques. Et à Paris, visiblement, ton discours faisait écho au pain azime. Il était un peu sec, il restait en bouche, un peu cartonné. Et tu aurais dû le lier avec du vin, du bon vin, du vin de chez nous, du vin de la France. Rouge comme ta petite robe. Et là, ça aurait été parfait. Parce que tu as des qualités indéniables, que nous aurions aimé, peut-être, un peu, qu'elle se décante. Tu vois, tu ouvres une bouteille, tu la carafes, tu attends, et c'est encore meilleur. Donazien. Mon tout petit Donazien. Mon dodo. Ma saumure. Tu sais bien, Donazien, depuis la fermeture de notre lieu à nous, notre petit lieu chéri, notre chandelle est morte. Notre flamme s'est éteinte. Et tout, Donazien, est devenu noir. Notamment depuis cet après-midi. Noir, Donazien, tu m'entends bien, noir comme la justice! Car oui, je veux bien que la justice soit aveugle, mais je ne veux pas qu'elle soit noire, car ce serait trop, car, comme qui dirait la bonne vieille expression populaire, là où va ta teub, là où ta teub ira, oui, bon d'accord, tu ne pourras plus faire d'humour noir. Alors, c'était une blague Euronews, s'il vous plaît. Alors, mon petit Donazien, je t'en prie, évite désormais les blagues sur les Somaliens. Évite les blagues sur Uncle Benz, sur la sodomie, sur Maurice, le bouchon qui part toujours un peu trop loin. Et moi, qui m'élève à 1 mètre, j'aurais peut-être aimé te découvrir sur le second sujet et savoir enfin si la tienne était la meilleure. Ah, David! David, nique ta mère! Ah, rien! Ah, normal, il est à Sciences Po! Et à Sciences Po, on a 12 V allemand, première langue. Ah!
Donc, je reprends mon récit, car moi aussi, je peux imiter. 20h36. Je vois Nyok Dog Vicky. Il a une belle cravate. Elle est noire, rouge. Ah, c'est un dandalien. C'est bien. 20h36 secondes. Je comprends que David, il fait de l'humour juif. C'est bien. 20h37, je n'écoute plus. 20h38, je me ressaisis. Oui, je me dis, c'est bien. Je suis ici à l'ESCP et moi, j'aime boire. Alors, 20h37 et 38 secondes, je bois. 1, 2, 3 gorgées. Ah, vous avez du bien. Et là, je me décide. Je réagis. Je prends mon stylo, j'écris. Ben, je sais pas quoi écrire. Alors, moi qui n'aime pas Sciences Po, non, je décide d'agir. Et je prends des mesures. 20h37. 20h37, je décide d'augmenter la bière au basil. Plus 50 centimes. Oui. Ah, 75% dans les fesses. C'est mon côté Hollande. 20h40. Le bisu vermé. Verbote. 20h47. Je décide de remettre de la culture G à l'écrit. Tu l'as bien cherché. 20h50. Je rends hommage à notre futur président, l'aimable, l'estimable, l'honorable Bertrand Perrier. Charlotte. Charlotte, tu es une jouisseuse. Tu nous parles, tu nous dis que tu aimes agiter les jambes, tu aimes réceptionner, tu aimes fouler le gazon. Réceptionner en profondeur, te faire aplatir, regarder l'ovale foncer sur toi. Et tout ça à 15 en plus. Alors, ma petite coquine, ma sadomasochiste stylistique, ma rugbyman du cœur, toi aussi, comme David, du sprichst Deutsch. Alors, viens dans mes bras! Viens dans mes bras, nous allons faire des cochonneries ensemble. Je vais mettre mon petit satellite géostationnaire dans ton orbite. Oui, je vais mettre en application mon plan diabolique. Et ne nous jouerons plus à 15, ni à 2, mais à 4. Toi, moi, Rufus. Et la banane. Ceux qui aiment comprendront. On va donc passer au match suivant. Attendez. Donc, match suivant. Faut-il abolir la peine d'amour? Et j'appelle en pour Benoît Lucien pour l'Iobélion. Un, deux. Alléluia. Un, deux. Alléluia. Mais bien, cher frère. Mais bien. Non, c'est bon. Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous, car moi je suis poli. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir. Madame la membre du jury, madame, messieurs les membres du jury, messieurs, chers maîtres, dont l'éloquence n'ont d'égal que la vulgarité, mon cher contradicteur. C'est le seul maître.
mon cher contradicteur à qui je transmets tout mon respect, amis commerciaux, futurs vendeurs d'aspirateurs, bonsoir. Ils sont contents, les VRP. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour défendre l'abolition de la peine d'amour. J'ai le devoir ce soir, avec dignitas et gravitas, oui, il faut utiliser le latin, de dénoncer la peine d'amour qui est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Je défendrai donc la raison contre la prison de l'amour. Dignité et gravité seront donc invoquées, mais rassurez-vous, je ne suis pas un moine cénobite et encore moins barnabite, j'ai même plutôt une grosse envie de vous convaincre avec humour. Je vais m'efforcer, dans le temps qui m'est donné, de démontrer la dangerosité de la peine d'amour afin de demander son abolition au profit de la raison et de la liberté, qui, hélas, toutes deux sont absentes ce soir. En effet, l'amour est une peine, et la pire des peines, car l'amour emprisonne l'âme des hommes et des femmes. L'amour est par essence passionnel, un comportement humain où la volonté est passive, voire absente. Mais c'est aussi un état affectif exclusif et violent dans lequel se produit un déséquilibre psychologique, l'obsession amoureuse, dont les membres du jury nous permettent d'en voir les dégâts. Oh là là. Oui, l'amour rend fou, l'amour rend fou, l'amour rend flou, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Un loup qui détruit les hommes. J'en veux pour preuve l'ancien président du FMI, il y a un an tout juste, qui a perdu sa tête au moment où chutaient les bourses. Je ne peux qu'être d'accord avec Nietzsche sur ce point. Veuillez m'excuser de un petit peu hausser le niveau. Je ne peux être que d'accord avec Nietzsche sur ce point. L'amour est meurtrier, infâme, funeste et destructeur de vie. À la différence des autres formes de contacts sociaux, l'amour n'est jamais issu d'un choix libre. Il est subi comme par une sorte de fatalité. Il est vécu comme une obsession dont l'amoureux reste prisonnier. L'amour est ainsi esclavage et la victime constamment dans l'erreur et dans l'illusion, puisque l'amoureux, il est totalement incapable d'objectivité, condamné qu'il est par la peine d'amour. L'expression « tomber amoureux » est révélatrice. Elle nous renseigne que l'amour vous arrive toujours du dehors, subrepticement, sournoisement, comme le serpent lorsqu'il tente à Ève. Il s'agit d'une invasion de soi par l'être aimé, un autre s'installe en vous et vous accapare l'esprit et votre territoire. Qu'est-ce que vient foutre un document de Claude Guéant dans mon discours ? Cet être aimé réclame l'exclusivité et donc vous aliène. L'amour, c'est bel et bien la prison imposée par l'être aimé. L'être aimé devient obsédant, l'être aimé nous hante, mais en même temps, il nous échappe, ce qui provoque bien des frustrations, comme l'a montré Freud bien avant moi, et celui qui vous dit ça vient de la capitale des Gaules, où la frustration est partout. L'amoureux est tellement obsédé par l'être aimé qu'il lui devient impossible d'exercer sa liberté. Car la peine d'amour, c'est l'impossibilité totale de liberté, puisque la liberté de conscience est niée par l'amour. Défendre le maintien de la peine d'amour, c'est à coup sûr se constituer en ennemi de la liberté, en ennemi de l'individu. Ce qui, pour un représentant d'HEC et de la liberté d'entreprendre, n'est pas joli. Aurais-je manqué la déclaration d'indépendance de la République soviétique de Juillan-Josas ? Je ne sais pas. Aussitôt donc, fort de ce constat, je demande l'abolition pure et simple de la peine d'amour. Vous aurez beau faire preuve d'esprit, de bons mots et autres galéjades, vous n'arriverez pas à convaincre du maintien de la peine d'amour. Il est une vérité qui nous vient du fond des âges, la raison triomphe de tout. Je me satisfais d'une chose ce soir, c'est que pour ou contre la peine d'amour, c'est la raison et non la passion qui nous départagera. Je vous remercie. Joachim d'HEC pour le contre. Cher Sado, cher Mazo, vous avez été choqués, et on le comprend, par les propos de mon contradicteur, qui, en voulant abolir l'amour
en voulant abolir la peine dans l'amour, a voulu éradiquer toute forme de plaisir douloureux. Vous qui à un moment avez eu même envie de monter à la barre, de prendre les rênes, de pourfendre la texte et défendre l'antitexte. Vous qui êtes attachés à la peine d'amour, vous cherchez sans doute un tribun. Quelqu'un pour plaider pour vous, quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui puisse et sache défendre votre cause. Je ne suis pas cet homme-là. Moi, je suis là pour parler d'amour. Deux jeunes gens tombent amoureux au premier regard, mais leur amour très vite se révèle impossible. L'une est aristocrate, l'autre est roturier, nous sommes dans la France du XVIIIe siècle. Le père de la jeune Julie fait barrage à son union avec Saint-Preux. Ce dernier doit s'éloigner de sa bien-aimée, il expérimente pour la première fois une peine d'amour. Je vois mon contradicteur qui sourit, mais il devient fou, se dit-il. Il donne un argument qui aurait dû être le mien, il va dans mon sens. Oui, mais voilà, les choses sont rarement si simples qu'elles n'y paraissent. Saint-Preux comprend qu'il vaut mieux éprouver l'amour véritable une fois, quitte à souffrir toute sa vie, plutôt que de le fuir et de ne jamais l'éprouver. Malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même, les puissants élancements de deux cœurs l'un vers l'autre sont une chose que ne connaîtront jamais les âmes tranquilles. C'est là un des miracles de l'amour que de nous faire trouver du plaisir à souffrir. Vois-tu, cher contradicteur, Rousseau nous enseigne là qu'abolir l'amour et abolir la peine d'amour, c'est se priver de la seule chose qui vaille. À son époque, c'eût été toi l'âme tranquille qu'il se plaît tant à railler. Toutefois, un danger nous menace. Chers auditeurs, chers jurys, l'histoire que je vais vous conter pourrait bien arriver vraiment. Imaginez plutôt, nous sommes en 2020. L'industrie du préservatif connaît une forte croissance. Durex et Manix, grâce à leur bonne pénétration du marché, se muent en tête d'affiche du CAC 40, rebaptisé à l'occasion le but CAC 40. Les bourses du monde entier s'affolent. Les bourses du monde entier s'affolent. Ça va niquer dans les chaumières, c'est moi qui vous le dis. Le marché de l'or blanc s'enflamme, la banque du sperme recrute, les étudiants d'école de commerce postulent. Les HEC, lancés derrière leur gourou aux trois initiales, l'homme dont manifestement on n'a plus le droit de prononcer le nom, le sniper de Washington, ex-patron de l'organe chargé d'injecter des liquidités. Les HEC, disais-je, spéculent sur l'or blanc, une valeur désormais montante. Quelle est la raison de toute cette excitation ? La raison, elle est simple, je vais vous la donner. Un soir, après des heures de débats passionnés, la loi est votée. On décide d'abolir la peine d'amour. L'amour devient illégal et par là même les chagrins amoureux interdits. L'amour est proscrit, alors on le fait avec le premier venu. On a peur de s'aimer, sauf quelques-uns ici et là. Les clandestins de l'amour, les manouches du sentiment, les martyrs de Cupidon. Mais ceux-ci sont trop peu. Les valeurs disparaissent, le libertinage est poussé à l'extrême, ça devient bestial. Est-ce cette société que souhaite mon contradicteur ? Est-ce le monde dans lequel il souhaite voir grandir ses enfants ? Ah non, autant pour moi. Pas d'amour, pas de sentiment, pas d'engagement, pas d'enfants. Car on sait tous ici que les enfants sont le fruit de l'amour. Mais oui, mon chéri, ton oncle, ton père et moi, nous t'avons toujours... Ton père et moi, nous t'avons toujours désiré, tu es le fruit de la passion. Vous ne croyez pas à cette histoire. Vous faites les comptes, vous êtes né en mars, le 24 plus précisément. 9 mois plus tôt, c'était le bal de promo de votre maman. Vous menez votre enquête, elle passe aux aveux, ça y est, c'est officiel. Vous avez été conçu sur le parking du lycée Edmond Rostand à Mantes-la-Jolie. Une nuit de juin trop alcoolisée, votre maman, elle, adossée à une Twingo rouillée. Vous connaissez maintenant mon opinion, je suis évidemment contre l'abolition de la peine d'amour. Et puis l'amour sans peine, autrement dit sans se donner de peine, sans effort, est-ce réellement ce que l'on souhaite ? La jouissance, qu'elle soit physique ou morale, n'en est-elle pas d'autant plus belle qu'elle a été difficile à atteindre ? Abolir la peine d'amour, ce serait rendre l'amour facile, ce serait en faire un acte trop facile, trop bénin. Je ne souhaite pas faire l'amour comme je fais les courses, serait mon slogan. Personnellement, l'amour sans peine serait cause d'un chagrin d'amour. Mes 5 minutes sont maintenant écoulées. Je dois quitter le pupitre et vous laisser seul face à votre choix. Il y a des personnes dans la salle comme Bertrand Perrier que je ne convaincrai jamais tant je sais qu'elles sont corrompues. Et tant on se doute que ce n'est pas de l'huile d'olive qu'elles avaient dans le biberon. Mais nous, les autres, les chevelus de l'Assemblée, nous qui avons un cœur... Nous qui avons un cœur, laissons-nous un peu de répit, autorisons-nous à mourir,
mais à mourir d'amour. Merci. Prochain sujet et dernier match, l'égalité est-elle un idéal de médiocre, avec Adrien pour l'Aime Lyon. C'est la phrase de Nietzsche, ça, non? C'est pas la phrase de Nietzsche. L'égalité est un idéal de médiocre. Évidemment pas rien, il y a 2 ans. Bonsoir. Bonsoir, cher jury, cher public. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Vous le savez, aujourd'hui s'ouvre le Festival de Cannes. Patience. Plus que 2 plaidoiries et le jury pourra décerner sa palme d'or. Car nous sommes bien à Cannes, n'est-ce pas? J'ai dû monter les marches pour venir ici. Il y a du public, il y a un jury. Il y a aussi des avocats. Bon, pour le coup, c'est plus palais de justice que palais des festivals. Excusez-moi, j'essaie de passer outre un trou de mémoire. Voilà. Merci. Je vais tout de même essayer de vous présenter mon film, Des hommes et des hommes. Car ce soir, je vais volontairement échouer dans mon sacerdoce. Ce soir, je ne vais pas défendre cet idéal égalitaire qu'est le paradis. Ce soir, je vais plaider pour vous montrer que l'égalité est un idéal de médiocre. Alors, l'égalité. Deuxième volet de la trilogie de la République, réalisée par Robespierre en 1790. Nous sommes tous égaux, notamment dans une station-service. Le seul endroit où on se fait braquer en tenant soi-même le pistolet. Idéal. La recherche d'un idéal, la recherche de la perfection. Alors, il paraîtrait que l'on retient mieux par le contre-exemple. Je vous dirais donc que le visage des Bogdanov n'est pas idéal. La quête d'un idéal peut conduire à la folie. Je pense à des artistes comme Van Gogh, Mozart ou Ségolène Royal. Et enfin, médiocre. Médiocre comme l'état de Gérard Depardieu à la sortie d'un Irish pub. Excusez-moi. Bien. L'égalité entre tous les citoyens est garantie dans la Constitution. Même une personne médiocre ne part pas en dessous de l'égalité. Elle part avec l'égalité. Réjouissons-nous de l'égalité des chances républicaines. Nous avons la chance d'être dans un pays où une femme de joie qui n'a pas fait d'études a les mêmes chances de rencontrer un ex-directeur général du FMI qu'un technocrate ayant fait Bac+8. Le problème de ce sujet, c'est la contradiction entre l'égalité, terme réducteur par essence, puisque la première de nos égalités, c'est l'égalité devant la condition mortelle, et l'idéal par essence infini et sans borne. Je vais d'abord vous montrer que l'égalité des sexes n'est pas une affaire d'idéal. Mettons-nous tout de suite d'accord, oui, les femmes ont du talent. Il y a peu de réaction, c'est l'étonnement. Je pense notamment au porte-parole de Nicolas Sarkozy, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, et NTM, Nadine Morano. Plus sérieusement, Simone de Beauvoir le montre dans Le Deuxième Sexe, l'égalité homme-femme est un combat. L'égalité homme-femme est un combat nécessaire. L'égalité homme-femme est un combat nécessaire qui doit être engendré par une volonté commune. Mais ce n'est pas un idéal. Il ne faut pas confondre volonté et idéal. Je veux ensuite vous montrer que la position défendue par mon contradicteur est nihiliste. Nietzsche, encore lui, le José Bové de la philosophie, pour la moustache, nous a montré en quoi nier la puissance créatrice de la vie, c'était être nihiliste. Nous sommes tous égaux, nous mortels, face à la mort. Aujourd'hui, Ben Laden danse parmi les dauphins, les naufragés du Costa Concordia dansent parmi les dauphins. Bientôt, Alain Delon dansera parmi les premières dauphines. Dès lors, l'égalité n'est pas un idéal. Avoir pour idéal l'égalité, c'est nier le pouvoir de la vie. Avoir pour idéal l'égalité, c'est nier la vie. Enfin, l'égalité est un idéal absurde. Prenons l'exemple du sport. Vous imaginez les matchs nuls au tennis? Les spectateurs seraient très agacés d'avoir Gasquet Santoro pour un match sans vainqueur. Quand on fait le compte, il faut des victoires pour forger un palmarès. Les guerres nous montrent que l'égalité n'est qu'un idéal médiocre. Prenons l'exemple des guerres puniques. Entre historiens spécialisés, on parlerait de pre-Western conflicts. PWC, c'est écrit juste ici. Alors, Hannibal, ce grand stratège, après la bataille de Cannes, aurait pu avoir l'occasion de conquérir Rome. Il ne le fit pas, dans un idéal d'égalité, par volonté de préserver l'équilibre des forces politiques à Rome. Bien mal lui en a pris, puisque c'est ce qui le précipitera dans sa déroute. Autre exemple.
Pouvons-nous imaginer la guerre de Troie s'arrêtant à la fausse retraite des Achéens? Non. En guerre, l'égalité est au mieux une ruse pour mieux assouvir l'ambition de victoire. Alors, me direz-vous, mais que dire lorsque l'égalité ne peut pas être atteinte? Mais que faire lorsque l'égalité vous est refusée? Mais que penser lorsque l'on renie votre droit à l'égalité? Aspirer à un idéal et simplement regarder l'ascenseur social monter sans vous? Ou courir pour le rattraper et même le dépasser? Finalement, je crois que c'est dans un fauteuil roulant plus que dans n'importe quelle autre position qu'on voit combien l'égalité est un idéal vain. On ne peut pas avancer comme tout le monde, mais si on a l'ambition d'aller loin, on sait qu'on pourra compter sur la force de ses bras. Merci. Et dernier candidat pour ce soir, Alexandre pour l'IEP de Strasbourg. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, puisqu'il m'est donné l'honneur de clôturer cette magnifique soirée, j'aimerais vous faire part du sentiment qui m'anime à cet instant. Je suis d'abord très heureux de participer à cette joute, très fier de représenter mon école devant vous, mais aussi, voyez-vous, un poil mal à l'aise. Mal à l'aise parce que, en défendant l'idée que l'égalité est un idéal de médiocre, mon adversaire ici vous ment. Oui, il vous ment, il vous spolie. Cher public, vous êtes spolié de tout votre bon sens, monsieur. Vous êtes en fait un petit calomniateur. Alors évidemment, il est plus aisé de défendre votre thèse qui repose sur une idée simpliste. Il est dans la nature des hommes forts qui réussissent, et de l'autre, les faibles, les médiocres, qui ne méritent pas la même destinée, étant donné leurs sinistres conditions. Mais voyez-vous, monsieur, défendre l'égalité, ce n'est pas nier la sélection naturelle, ce n'est pas une bien-pensance naïve que défendrait un BHL la larme à l'œil ou un concept plein de sens comme la bravitude. C'est en fait l'affirmation que chaque homme naît égaux et libre en droit. Oui, ça y est, la bombe est lâchée, j'ai cité la DDHC, c'est moche, c'est scolaire, mais il est encore quelques principes que je m'acharnerai à défendre devant vous. Alors je ne doute pas un instant de vos capacités sportives, mais je ne soutiendrai pas que demain, après cette joute, vous aurez la capacité de courir le 100 mètres aussi vite qu'Usain Bolt. Il s'agit seulement d'établir un cadre de règles, de droits, afin de vous empêcher de remporter cette course avec 1 kilo de PO plein les veines. Car la vraie médiocrité, c'est de passer la ligne tous en même temps. Et l'égalité, c'est de partir tous en même temps. Nier et confondre les deux, c'est nier même c'est nier qu'il y ait eu une course. Et l'égalité, c'est la base de la concurrence, de la compétition. Car dans votre propos, qu'ouis-je? Qu'entends-je? Une des 3 valeurs républicaines présentes sur le fronton de toutes nos mairies s'acharnerait en fait à défendre une nation de médiocres. Je vous vois déjà en train de segmenter la population, d'établir un petit classement de valeurs. C'est dire à un petit blanc qu'il sera de toute façon très mauvais en athlétisme, ou offrir un magnifique fer à repasser à une femme pour qu'elle intègre sa condition de ménagère. La définition d'un idéal permettra peut-être d'éclairer mon propos. Un idéal, c'est ce qui est plus beau que les modèles offerts par la nature. Dès lors, promouvoir l'égalité, c'est vaincre la fatalité de la nature, et c'est éviter de dire à un handicapé que ses chromosomes lui ont joué un mauvais tour, et tant pis pour lui, il ne sera jamais champion de tennis. Car la nature est dans sa sélection souvent bien cruelle, et il appartient alors à l'homme de la modifier, de vaincre ses injustices par le droit, la science, le progrès technique. Quelle belle invention que la médecine, que la chirurgie esthétique. Ainsi, l'égalité face au canon de beauté est-elle respectée? Et elle ne mène non pas à la médiocrité, mais au grand beau, ce splendide idéal. C'est permettre à une femme qui a peu de poitrine de postuler pour le casting de Baywatch grâce aux prothèses PIP. Pip, 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 hurrah. Dans son livre de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville évoque le principe d'égalité dans une société démocratique et Raymond Aron en fait une synthèse parfaitement claire. Il dit « L'égalité sociale signifie qu'il n'y a pas de différence héréditaire de conditions et que toutes les occupations, toutes les professions et tous les honneurs sont accessibles à tous. » Dès lors, monsieur, l'égalité c'est l'accessibilité, c'est une potentialité. C'est pour ça qu'elle n'est ni tangible, ni visible et si décriée. Car à promouvoir l'inégalité, on discrimine, et c'est discriminer la véritable médiocrité, car c'est se priver mathématiquement du potentiel d'une partie de la nation sur des critères souvent peu avouables. L'égalité n'est pas médiocrité car elle promeut un nivellement vers le haut, pas vers le bas.
Il s'agit de soutenir l'égalité à la base, pas de nier l'excellence au sommet. Elle n'est pas parfaite non plus, loin de là, mais l'égalité est la condition de pureté de la méritocratie. Pour conclure, je citerai Jean Jaurès. Quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, ils changent les mots. Monsieur, ce soir, vous êtes un parfait exemple de cette hypocrisie, car en soutenant que certains méritent une meilleure destinée que d'autres, vous prouvez qu'il est plus aisé de penser ainsi que de réellement faire changer les comportements. Mais vous faites fausse route, car vous confondez égalité et uniformité, et sur votre petite élite, c'est l'ensemble qu'il faut privilégier. Merci. Alors, je vais redonner la parole au jury. Vas-y. What? Tu as un petit calomniateur. Moi, je te connais. Je t'ai déjà jugé l'an dernier. Et l'an dernier, c'était pas bien du tout. C'était pas bien. Dieu m'a dit, ne retourne jamais ta veste, ton gilet non plus. Alors, je vous demande de prier pour l'âme de Lucien. Oui, parce que c'est le deuxième défi que Dieu m'a lancé. Le premier, c'était d'écouter une deuxième fois Lucien. Le deuxième, c'était d'arriver ici, dans la même salle, à vous faire dire à tous Alléluia. Les gens de l'ESCP comprendront. Parce que moi, j'ai besoin de Alléluia pour l'âme de Lucien. Oui, j'ai besoin de Alléluia aussi pour l'âme de Joachim. J'ai besoin de l'âme de tout le monde pour qu'il y ait de l'amour ce soir ici. Au nom de Rufus. Au nom du père de Rufus. Au nom... Alors, c'est pour Joachim et pour Lucien, un petit Alléluia. Allez-y, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Un petit, on peut tous y arriver. Alléluia. Un plus grand, un plus fort. Allez. Alléluia. Alléluia. Alors, parce que c'est, moi j'ai de l'amour à donner. J'ai de l'amour à donner au jury parce qu'il n'a rien écrit. J'ai de l'amour à donner à Lucien parce qu'il est venu jusqu'ici. Et j'ai de l'amour à donner à Joachim. Parce que Joachim, tu vois, toi, tu as une belle cravate. Une cravate RATP. Et toi, tu as parlé de moi. Parce que moi, c'est pas un accent noir que j'imite. C'est un accent roumain. Moi, je suis un petit roumain du RER. Je suis en peine d'amour. Alors, j'aimerais que tu me donnes ton ticket. Jusqu'à jouer. Et que je jouisse un peu d'amour. Merci, Joachim. Bienvenue à l'UGC Léal. Voilà, je m'appelle Tartarin. Je viens de Tarascon. Et j'ai un film à vous présenter ce soir. Je sais, c'est beaucoup de douleur. C'est des années en fait d'errance. Je suis parti en Angleterre en voyage scolaire. Et c'est là où j'ai compris en fait un peu le sujet qui m'anime ce soir. Donc c'est est-ce que les gays sont un idéal d'aimer York. Alors oui, en fait, vous comprenez, il y a un jeu de mots. York, c'est une ville en Angleterre. L'aimer, bah, c'est, enfin voilà, c'est l'aimer. Et bon, il y a le jambon d'York, j'y ai réfléchi aussi, mais c'était pas très évident pour trouver une chute avec.
Alors voilà, je suis désolé, je suis obligé de reprendre mes notes, je m'en souviens plus trop. Une honte. Non, mais s'il vous plaît, c'est un film autoproduit en plus. Donc, ouais, je sais. Tout à l'heure, ça me fait penser à mon premier projet en fait d'école du cinéma, où j'étais obligé de faire un spot publicitaire. Et c'est Alexandre qui m'a fait penser. Parce qu'il a parlé de calomniateur. Et moi, j'aime bien la politique, alors je regarde aussi France 2 de temps en temps. Et la dernière fois, il y avait un truc intéressant, et il y a un mec qui a parlé de la marque pour laquelle j'avais bossé, quoi. Les Pilates Ponce. Et ouais, c'était pas très drôle, je sais. Et bref, les Pilates Ponce, c'est ce que vous avez dans le Club Med Gym, les trucs comme ça, et ça nous rend tous beaux, normalement, tous égaux, je sais pas, devant la masculinité, regardez-moi. Et voilà, quoi. Je savais pas trop quoi dire, alors je vous reparle de mon film encore. Les gays sont-ils vraiment d'York? Ça, je n'en sais rien. Je vous laisse apprécier la présentation et je vous fais laisser parler, entendre les comédiens d'ici là. Je vous remercie. Charles, c'est à toi. Oui, vous comprendrez bien. C'est très difficile pour moi de parler ici de ma jeunesse et de mon enfance au lycée catholique Gerson, du 16e arrondissement, au moment où... Bon, alors j'avoue que c'est la première fois, enfin, c'est pas la première fois en fait, hein. Mais là, on a eu un phénomène de blague tout seul en fait. Il y a un type qui a compris avant même que j'ai fini la blague. C'est génial et ça pourrit tous les effets qui sont à venir. Donc Benoît. Donc quand j'étais au lycée catholique, en fait, entre les fellations imposées par les prêtres, je devais souvent assister en fait à l'office religieux. Et tu m'as rappelé justement les séminaristes qui étaient là avec leur petit gilet Lacoste refermé, mais le plus beau modèle qui soit, le séminariste de province. Parce que ce qui est bien avec un séminariste ou un prêtre, c'est que tu peux pas trouver une personne au monde qui pense plus au cul qu'un prêtre, en fait. Le mec, il passe son temps à dire « Oui, la frustration, j'essaie d'y penser le moins possible, je ne me masturbe plus que 7 fois par jour, mais je pense arriver très vite à une réduction, et puis avec la spiritualité, je pense arriver à un stade supérieur. » Et c'était exactement pareil à Gerson, quoi. Il n'y avait pas un endroit où on regardait plus des films de cul que là-bas, quoi. Oui, Isabelle, je t'en ai pas parlé de cet aspect, mais bon. Et comme n'importe quel séminariste de province, c'est le seul mec qui, alors je crois que c'était à Lyon, qui a encore peur des bolcheviks. C'est-à-dire qu'il est encore persuadé qu'en Puy-en-Velay, il peut y avoir une république socialiste soviétique qui va se constituer. C'est quand même, le mec, il est génial. Et on imagine bien le destin du mec avec un jour un reporter qui dit « France Info, il est 18h35, je suis devant le commissariat de Lyon, où actuellement Benoît Lucien est en garde à vue, il a avoué le meurtre et le viol de 36 bébés, il est actuellement entendu par la brigade. » Enfin voilà, on sent qu'il y a un potentiel quand même, un potentiel de faits divers qui est absolument incroyable, quoi. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que quand il faisait exactement tout ce que font les séminaristes, c'est-à-dire que quand les autres parlaient, il était sur son BlackBerry en train d'appâter des enfants sur Messenger, quoi. C'est le truc génial, quoi. Et moi, pour m'avoir rappelé mes plus belles heures de mon enfance, je te remercie, je te dis bravo. Alors, avant de venir ici, Joaquim Pinto, j'ai tapé ton nom sur Wikipédia, et en fait, tu as le même nom que le gardien de but du Chili. Donc c'est un truc quand même de fou, quoi. Je sais pas. Genre, tu t'imagines au Chili, au concours de la sélection, il y a des gens, ils s'appellent Rodrigo Barthez, quoi. Et il y a une sorte de mimétisme dans c'est génial, quoi. Alors, le mec, quand il parle, alors lui, il vient d'HEC, donc lui, il a un avenir, quoi. Et le mec de Sciences Po, il a un mépris souverain, c'est qu'il regarde son portable pendant que l'autre parle, quoi. Le mec, il est tellement écrasant que quand le mec d'HEC parle, il n'écoute pas, quoi. Et alors, le mec, c'est le seul mec qui a dit un truc intelligent, et là, tous les mecs des écoles de commerce sont déconnectés, quoi. Je sais pas si tu as entendu, il y a un moment, il y a eu un encéphalogramme plat. Mais c'est pas ta faute. C'est eux qui sont comme ça, ils sont nés ainsi, quoi. Et puis, bon, il est passé à la phase psychologique sur
sur la Twingo dans le parking, et c'est vrai qu'effectivement ça rappelle un peu ma conception. Où il y avait déjà les prêtres de Gerson qui étaient là. En fait, c'est ça qui est dingue, quoi. Ils se réunissaient, voilà, et puis ça a fini comme ça. Et puis, t'as quand même fait la blague sur Rufus de la soirée, en disant « À chagrin d'amour, c'est trop bénin ». Bravo. Alors. Merci pour... il faut bien qu'on mange de temps en temps. Adrien, voilà. Alors, Adrien, tu t'es attaqué... Alors, j'ai pas pu suivre la suite du discours parce que tu t'es attaqué à la première minute au frère Bogdanov. Et c'était pas à l'idéal parce que tu ne connais pas les soirées que moi et Alexis Fournol, on fait en fait le soir. C'est-à-dire que on se met dans des salles sombres, puis on se passe homosexuales discothecus et cuir moustache, et puis on est là et on s'enduit d'huile, et puis on écoute « On est des homos, fiers de nous, nos coutumes et de nos us ». Et puis on se passe les plus belles vidéos, les plus belles interviews de Bogdanov sur Euronews, et puis là on commence à souhaiter. Et puis c'est là où Rufus arrive habillé comme un gladiateur, et puis il dit « Je viens apporter la banane céleste ». Et puis là, voilà, là on entre dans une nouvelle phase de la soirée, et puis voilà, il y a on se bourre de quiche Lorraine, attendez, sagereille, bière, tyrolienne et vomi. Et voilà, et après, voilà, c'est des bonnes soirées, c'est les soirées avec Fournol. Parce que bon, voilà, Fournol, il a comme ça à parler, à faire ses alléluia, à recycler ses vieilles blagues de l'ESCP. Mais il faut quand même savoir, le mec, pendant toute l'après-midi, ce qu'il fait à chaque fois qu'il vient dans une école, il nous envoie des « Ah, je vais être mauvais. Ah non, aujourd'hui, là, je sais pas, j'ai pas d'inspiration, machin. » Et puis, le mec, il arrive avec ces trucs-là. En fait, là, dans le cabinet où il est, il passe son temps à préparer ces trucs, en fait. C'est là, il est comme ça, il prépare une cellule de riposte, là, et le mec, il prépare ses vannes, et puis quand ça marche pas, et ben, il cherche le noir de la salle, et il dit « Toi, tu vas crier Alléluia !» Et puis il dit « Ah ! Voilà, c'est bon, j'ai sauvé la soirée. » Et le mec, il est quand même... On peut pas faire mieux qu'Alexis Fournol pour te réveiller une soirée, quoi. Mais il y a une fille dans la salle. À mon avis, vérifie sa carte d'identité pour voir si elle n'est pas encore majeure, parce que faut quand même faire gaffe, quoi. Alors, ensuite, il y a eu le mec de l'IEP Strasbourg. Et quand le mec de l'IEP Strasbourg arrive, le mec de Sciences Po applaudit comme ça. C'est un signe de mépris international entre Sciences Po, ou alors c'est un truc de franc-mac que je connais pas encore. Mais le mec, à peine le mec, il le regarde même plus, il n'existe même pas, et puis il arrive, il y a un mépris, mais assez caractérisé, quoi. Et le mec de Sciences Po donc arrive, et puis il fait l'attaque. J'ai dit quelle ville, parce qu'il y a un type qui conteste là. J'ai dit quoi, Bordeaux, c'est ça? Bon, on s'en fout, c'est de la province, quoi. Et puis, il arrive, et il fait l'attaque calomniateur. Bon, mais il y a mieux, il y a l'attaque Ponce Pilate. Parce que ça, personne l'a remarqué dans le débat. Mais il y a un moment où le mec, il bug, Sarkozy, et puis il regarde droit dans les yeux l'interlocuteur, et puis il dit Ponce Pilate, quoi. Et personne n'a compris, et personne n'a cherché à comprendre, quoi. Et donc, c'est le truc à utiliser, mais dans toutes les situations de la vie courante, quoi. Le mec dans le métro, le roumain, il te fait chier avec ta musique, tu pointes l'index vers l'avant un peu chevrotant, comme ça, tu le regardes, tu dis Ponce Pilate, quoi. Et là, soit le mec te plante, bon, bah c'est pas grave, ça arrive, hein. Soit il fait un AVC, quoi. C'est les deux possibilités. C'est un peu le jour et la nuit, mais bon, voilà, quand ça marche, quoi. Et bon, bah voilà, et bon, alors pour ton discours qui était quand même d'une teneur intellectuelle assez élevée, comme on est à l'ESCP, on est obligé de compenser, c'est le règlement, par 36 proutes et 27 pipis. Donc prout, pipi, caca, machin. Voilà, le cocktail vulgarité est maintenant équilibré, donc on peut arriver au moment où quand même tu as dit le truc, mais le plus dingue, mais c'est le truc estampillé Sciences Po, comme ça, bim. Le mec te dit, Raymond Araon a fait une synthèse claire de ce qu'a dit Tocqueville. C'est-à-dire, synthèse claire d'Araon. Le mec, le livre Démocratie en Amérique, ça va faire 200 pages. Le mec t'en fait une synthèse de 700.
Et il arrive à te dire comme ça, les yeux dans les yeux, mais c'est très clair, mais c'est très clair, quoi. Et il te balance une citation de Jean Jaurès, mais on dit, bah oui, c'est la citation où il dit, allez la petite Huguette, tripote-moi la bite avec les doigts. Ah non, il choisit une citation chiante, quoi. Alors que Jaurès, c'est l'inventeur des chansons paillardes, quoi. C'est Carlos avant l'heure, quoi. Et tu choisis cette citation, quoi. Alors, pourquoi j'ai écrit Rôti avec François Hollande, quoi. Bon, alors, je vais être sérieux quand même, parce que bon, là j'ai eu un bug, mais j'en ai déjà eu avant, quoi. Mais vraiment, je suis impressionné par le niveau des gens de cette soirée, qui est bien supérieur à ce que Alexis a pu faire en prestation. Et je suis vraiment admiratif, et comme dirait Jacques Villeray, justement, que j'ai invoqué tout à l'heure, et je ne regrette pas ma soirée. Voilà. Benoît Lucien, c'est ton vrai prénom? Non mais c'est une vraie question. Genre, Benoît Lucien, tes parents se sont dit, tiens, on va l'appeler Benoît Lucien. Genre, je sais pas, Charles-Édouard, lieu commun des blagues sur François Hollande. On s'était dit, bon, ça va, maintenant on est tranquille. On a un peu eu la tarte à la crème du bon mot facile. Maintenant, on va avoir droit à de l'humour un petit peu élaboré, parce qu'on est quand même en école de commerce, il faut pas déconner. Et là, on se tape la baleine échouée et dénudée de l'humour Osso 2011, la blague sur DSK, quoi. J'ai adoré ton accent. Un petit peu gay. C'était très chic. La peine d'amour, c'est un peu la fin de la liberté. Pour un abolitionniste de la peine d'amour, en fait, tu faisais vachement Louis XVI, j'ai trouvé. Alors, fais gaffe, parce que faire son maniéré, ça lui aura quand même pas très très bien réussi au final. Joachim, il est où Joachim? À droite. Il est là-bas. Joachim, l'idéaliste du latex. Joachim, le romantique de la capote. Le poète de l'éjaculation. Et la réminiscence 2.0, lui aussi, de l'humour Osso 2011, parce que le type, qui quand le mec en face lui cite DSK, il se dit pas non, là la blague elle est pourrie, il faut surtout pas la refaire. Non, il la refait, mais en pire. Genre il insiste, il y va, il reste dessus. Enfin, comme quoi en fait la théorie de l'évolution c'était du bidon depuis le début. Adrien, il est où? Je les ai tous perdus. Adrien. Ce soir, selon toi, nous étions au Festival de Cannes. Alors, je pense que tu n'as pas bien saisi les quelques subtiles différences qui se sont dissimulées ce soir. C'est un petit peu le jeu des 7 erreurs. Mais si nous étions à Cannes, nous aurions plutôt été accueillis par un tapis rouge et non pas par cette immonde toile, une espèce de truc de tôle de fer très moche qu'il y a à l'entrée. Si nous étions à Cannes, ce n'est pas de la bière chaude avec du houblon Leader Price que je me taperais dans mon verre, mais c'est bien du champagne chic et choc. Et enfin, si nous étions à Cannes, ce n'est pas Alexis Fournol qui vous aurait fait faire son Alléluia, mais bien Robert Pattinson, dont il est le sosie officiel. Oui, regardez, il y a quelque chose. Alexis Je ne les connais pas. Mais ça aurait quand même eu beaucoup moins de charme. Alors, tu nous as parlé du Palais des Festivals et soudain, ça a été le craquage ultime. Du Palais des Festivals, on a eu droit à une dissertation de L1 en droit constitutionnel quand tu nous as dit « L'égalité entre tous les citoyens est garantie par la Constitution ». Puis, régression, on est passé à la dissertation de philo au bac blanc. L'idéal est par essence infini et sanglant, car la théorie défendue par mon contradicteur n'est que nihilisme. Et puis t'as fini par le gros nervous breakdown, en fait. Ben Laden danse parmi les dauphins. Le truc juste invraisemblable que personne ne voyait venir. Mais bon, ça a vraiment eu le mérite de nous faire rire. Alexandre, toi tu m'as vraiment fait penser à Cannes. Quand tu as dit que tu venais clôturer cette belle soirée avec ton joli sourire, Colgate, une cérémonie de Cannes où on citerait finalement Raymond Aron, donc où on se ferait peut-être un petit peu chier, mais une cérémonie de clôture quand même. Tu étais un petit peu notre Bérénice Bejo ce soir. Bien peignée, notre jolie hôtesse, bien coiffée, bien habillée, tout propre sur toi. De très belles fesses, nous dit Charles.
Alors, lève-toi, parce qu'on demande quand même vérification. Voilà, petit tour. Tu peux... Non, il ne peut pas se pencher, non. Bah, Alex... Alors de là à dire que comme Bérénice Bejo, je t'aurais préféré dans un film muet, il n'y a qu'un pas, effectivement. Mais rassure-toi, ce soir, je ne le franchirai pas. Ah, c'est quand même une super soirée. C'est bien parce que, en général, j'allume la mèche de la blague raciste, et là, j'ai même pas besoin de le faire, parce qu'il y a Rufus, qui est une espèce de mascotte de la soirée. Nous, on l'a éliminé la semaine dernière sans souci. À l'époque, c'était extraordinaire, je ne vous mens pas, il y a des photos de cela. Vous verrez, il avait mis un polo avec un nœud papillon. C'est ça. Et alors, il y a dans l'utilisation qui est faite de Rufus dans cette soirée, un côté bon sauvage et qui rend la chose extrêmement charmante et qu'il prend très bien, alors que moi je serais déjà sorti depuis 25 fois parce qu'il y a quand même des blagues terrifiantes sur son compte, et le type il fait alléluia, il est content. Et il est content, ben, voilà, bon. Alors, on m'a dit, bon, c'est le concours de la FÉ, la Fédération étudiante de l'éloquence. Alors, pour avoir des sponsors, fallait qu'on prenne des provinciaux. Donc, on a pris des provinciaux. Alors, t'es prié d'être gentil avec eux, sinon ils ne reviendront pas. Malgré tout, on ne m'enlèvera pas de l'idée, ces gens-là ne sont pas tout à fait comme nous. D'abord, il y a eu Benoît Lucien. Benoît Lucien est donc le lauréat du concours d'éloquence de Sciences Po Lyon. D'où? De quoi? 2 ans plus. 2 ans. Mais ça veut dire, ils font quoi les autres? Si le gagnant, c'est lui, les autres, ils parlent en morse. Il y a un vrai problème autour de ça, tu vois, il y a quand même eu des interrogations fondamentales. Si le mec a gagné, bon, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, d'accord, mais qu'est-ce que ça doit être les autres, hein? Je veux dire, c'est absolument effroyable, d'autant que donc, il a, comme tu le soulignes, gagné 2 fois, c'est-à-dire qu'il était déjà là l'an dernier. Tu sais, moi, je suis avocat, bon, comme nous tous, enfin, sauf les gens du bout qui ont du fric, donc, moi, pour les récidivistes, a priori, les peines planchées, j'étais contre. Mais là, je suis pris d'un doute, si tu veux. C'est-à-dire que la rétention oratoire de sûreté me paraît, en cas de dangerosité avérée,